Lopez, qui est chef de la représentation de la Commission européenne en France. Bonjour madame, pour évoquer voilà, le sujet de l'Europe aux côtés des territoires, le logement, un enjeu à la croisée des leviers d'intervention européens. Je vous invite à prendre place. Oui. Eh bien déjà, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc l'idée notamment, c'est de voir comment l'Europe intervient de nombreuses manières, comme on va le voir, sur tous ces sujets logements qui nous préoccupent aujourd'hui. Et notamment, on peut commencer en parlant d'un objectif fixé par l'Union européenne qui est de doubler le rythme de rénovation énergétique d'ici à 2030. Alors quels leviers comptez-vous activer pour ça? Quels moyens sont mis à disposition des acteurs? Bonjour à tous. Tout d'abord, ravi de vous retrouver pour cette problématique effectivement au cœur des préoccupations des politiques européennes. Pourquoi? Tout simplement, si je puis dire, c'est que depuis 2019, donc la nouvelle commission sous la présidence de Ursula von der Leyen s'est engagée dans le pacte vert. C'est vraiment un marqueur politique très important. C'est l'idée de dire effectivement on a un enjeu climatique qui est important et que nous devons relever ensemble. Et donc cette notion d'ambition, notamment de neutralité carbone à l'horizon 2050 et de partenariat est vraiment au cœur des politiques européennes. Et je pense que c'est une très bonne illustration, ces rencontres aujourd'hui, pour mettre cela en avant. Alors dans ce cadre-là, puisqu'effectivement, si on se fixe un objectif aussi ambitieux, mais à l'horizon 2050, il faut avoir quelques jalons au long de ce chemin, c'est important. Et notamment en matière de rénovation, en 2020, la Commission a proposé une stratégie, une vague de rénovation pour, d'ici 2030, doubler le nombre de rénovations annuelles. Alors, c'est un enjeu, évidemment, je dirais, c'est une évidence de le dire, hein, d'abord d'éviter la surconsommation énergétique et notamment des passoires énergétiques, hein, pour employer un terme maintenant bien connu. Mais aussi, effectivement, pour réduire nos gaz à effet de serre, rénover les bâtiments publics. Et dans cet enjeu, notamment de rénovation, on a une forte dimension sociale. Je pense qu'on l'a tous senti, malheureusement, encore plus avec la guerre d'agression russe en Ukraine. Et c'est important d'avoir ces deux piliers au niveau des politiques européennes, à la fois cette ambition climatique et environnementale et en même temps cette ambition de justice sociale. On sait qu'au niveau européen, on a près de 34 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Donc on ne peut pas les laisser au bord du chemin. Et c'était important aussi d'avoir un soutien pour ces personnes. Et je parlerai peut-être un peu plus tard au niveau justement des moyens qui sont dévolus à accompagner ces transitions. Alors la façon dont au niveau des politiques européennes est abordée cette question, d'abord c'est, et je pense que vous y serez sensible, de vous donner un cadre réglementaire clair et prévisible. Parce que sinon, effectivement, par rapport aux investissements, on ne peut pas changer toutes les 5 minutes, si je puis dire. Donc vous avez actuellement en révision, par exemple, la directive sur l'efficacité énergétique. Donc un accord a été obtenu au mois de mars et est en cours de finalisation, qui vise à accroître nos ambitions en matière de réduction de consommation d'énergie de près de 12% d'ici 2030, donc par rapport à 2020. Vous avez aussi en révision une directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et notamment dans ce cadre-là, notre volonté, c'est d'abord de fixer des normes minimales au niveau européen qui reviennent à cette notion de prévisibilité que je mentionnais, qui me semble absolument importante. On va aussi définir dans cette directive ce que veut dire une importante rénovation, je veux dire, par rapport à des bâtiments qui ne sont pas neutres encore en carbone, puisque certains auront des difficultés, mais une grosse rénovation se chiffrera à 60% en tout cas de ce qui peut être fait en matière énergétique. Et vous avez aussi, dans le cadre de la révision sur la directive sur les énergies renouvelables, une dimension qui concerne les bâtiments, puisque l'objectif est qu'à terme, les bâtiments utilisent 49% d'énergie renouvelable au niveau de leur consommation d'énergie. Donc ça, c'est le premier pilier, un cadre réglementaire qui soit clair, prévisible. Le deuxième, c'est les moyens. C'est bien d'avoir des politiques ambitieuses, c'est bien de les accompagner, ces transitions très importantes. Alors, un élément, d'abord, vous avez le budget pluriannuel de l'Union européenne qui court sur les années 2021 et 2027. Et vous pourrez constater, si vous avez envie de regarder l'évolution des budgets,
que cette fois-ci, près de 30% des dépenses vont concerner des dépenses de technologie, d'innovation et en matière environnementale. Et donc un prononcé très poussé sur le fait finalement de mettre notre argent où sont nos ambitions politiques. En 2020, vous avez une étape très importante aussi, on est en post-Covid, juillet 2020, les États de l'Union européenne se mettent d'accord pour la première fois, emprunter ensemble et créer un plan de relance européen, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Next Gen EU, Next Generation EU, 750 milliards d'euros qui sont mis sur la table et notamment qui vont contribuer à financer des plans nationaux et une obligation pour ces plans nationaux de focaliser l'argent à au minimum 37% sur la rénovation, sur la transition verte et écologique. Si vous avez fait le tour un peu de la cité universitaire, vous avez vu d'ailleurs des panneaux France Relance. Sinon, vous pouvez encore voir après, je pense. Et ce plan France Relance est financé à 40% par des fonds européens. Et donc, notamment en matière de rénovation énergétique, il y a près de 6 milliards du plan français qui sont financés pour la rénovation énergétique des bâtiments et près de 2,5 milliards qui, eux, sont focalisés sur le développement urbain, la rénovation des friches industrielles et autres. Donc voilà le deuxième pilier moyen. Et puis, je dirais assez traditionnellement en matière européenne, une volonté aussi de partager les expériences, que ce soit au niveau des différents pays, au niveau des besoins de compétences entre les différents pays. Donc voilà, 3 piliers un peu de cette approche européenne pour atteindre cet objectif qui, comme je le disais, est ambitieux mais nécessaire. Et d'ailleurs, vous parliez des investissements en France. J'ai appris je l'avais sûrement lu quelque part, mais je n'avais pas pris conscience que l'Europe finançait une grande partie de ma prime rénov depuis France Relance. Vous me confirmez que... Tout à fait. Voilà. 70% de ma prime rénov est financée par des fonds européens. Voilà. Je trouve intéressant de le noter. Il en a beaucoup été question de ma prime rénov aujourd'hui. Est-ce que donc 2023, c'est aussi l'année européenne des compétences? Comment l'Union européenne facilite-t-elle cette montée en compétences? C'est également un sujet qui traverse vraiment toute cette journée. Il en a été question à presque toutes les tables rondes qu'on a eues. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Parce que la construction verte a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée à l'avenir pour rénover, construire des bâtiments verts. Tout à fait. Comme vous m'avez tendu un petit peu la perche avec ma prime rénov, je vais en parler quand même 2 petites minutes, juste pour souligner qu'effectivement, non seulement c'est financé à 70% par des fonds européens, mais c'est directement une aide effectivement à vous et à beaucoup de ménages, et qu'avec le plan Repower EU qui a été mis sur la table par la Commission en mars 2022, donc en pleine agression de la Russie en Ukraine, il y a évidemment une dimension sur les réductions de la consommation d'énergie, la diversification des sources d'énergie, et donc il y aura un supplément de financement qui va encore permettre d'ajouter le soutien à ma prime rénov et surtout aux ménages qui en ont besoin. Donc voilà, je voulais le signaler, et vous signaler, puisque je mentionne le plan France Relance, si vous voulez visiter le pavillon Gréard qui est sur la cité universitaire, il a bénéficié de ces fonds avec un superbe travail qui a été fait, et ça me donne vraiment l'occasion de faire le lien avec votre question sur l'année des compétences, puisque en visitant ce pavillon il y a quelques mois, j'ai pu rencontrer des professionnels qui, par ce chantier, ont redécouvert un certain nombre de savoir-faire. Donc, par exemple, alors je ne suis pas technicienne, vous allez le voir tout de suite, en matière de ferronnerie, il y avait des choses très spécifiques qui devaient être fabriquées sur les fenêtres. On parle d'isolation, donc les fenêtres, c'est une dimension importante. Donc, on peut voir très concrètement sur ce pavillon Gréard l'impact d'une rénovation de fond et le bien-être des étudiants qui viendra avec. Alors, l'année européenne des compétences, effectivement, on parle beaucoup au niveau européen de mettre fin à nos dépendances. Je reviens sur la question de l'énergie qui a été cruciale depuis le 24 février 2022. Il y a d'autres dépendances qui ont été mises à jour aussi par la crise Covid, pour ne pas rementionner le paracétamol par exemple. Et donc il nous faut par exemple des matières premières, il nous faut des processus, des usines, mais il nous faut aussi des personnes et des personnes compétentes. Actuellement au niveau européen, d'abord il y a énormément de métiers en tension
qui ont été identifiés, près de 30 métiers en tension. Ça va du transport routier ou spécialistes en cybersécurité. Et c'est très important d'avoir les bonnes personnes, de les avoir localement et qu'elles puissent se former et se former tout au long de la vie. Donc l'année européenne des compétences, c'est vraiment un moment phare pour, rappeler aux gouvernements nationaux qui sont en charge de l'éducation et de la formation, qu'il faut travailler en amont sur les métiers en tension, sur les besoins et sur l'adéquation du marché du travail, effectivement, avec les formations, mais plus loin. L'importance de la formation continue, du fait que dans nos carrières, ou celles des plus jeunes, je dirais, il faudra beaucoup changer de métier, acquérir des compétences. On chiffre actuellement, grosso modo, que dans nos vies, un quart de nos compétences doivent être régulièrement remises à niveau. Donc c'est une année importante pour rappeler la dimension clé des compétences dans notre recherche d'indépendance et surtout de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre États membres, entre les offres qui peuvent être dans un autre pays et qui permettent à chacun peut-être de postuler, d'avoir une vision vraiment à 27 sur le marché du travail. Donc cette année européenne des compétences sera importante. Vous avez en France un coordinateur national qui a été nommé, Monsieur Gâteau, si ma mémoire est bonne, et vous pouvez le contacter parce qu'il y aura beaucoup d'événements en France dans le cadre de cette année européenne des compétences. Vous pouvez aussi lui en proposer, j'imagine. Donc profitez de cette année, il faut mettre en avant les compétences, les besoins de formation. Il y a également une initiative européenne qui nous concerne, enfin qui concerne le secteur du logement de prêt, c'est le nouveau Bauhaus européen. Est-ce que vous pourriez, donc qui a été lancé l'an dernier, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter un peu cette initiative dans ces grandes lignes? Alors effectivement, il a été annoncé par la présidente de la Commission européenne en 2021. L'idée, c'était de faire un petit peu écho à ce mouvement qui faisait suite à la Première Guerre mondiale et à tous les, évidemment, des chamboulements qui avaient eu lieu. Et de dire la transition écologique que nous avons devant nous est aussi un bouleversement immense. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une approche de co-création. Je disais en propos liminaire qu'il y avait une importance d'avoir une approche multipartenariale. À la fois, je voyais un stand de fabrication de ciment qui soit neutre au niveau carbone, d'avoir des bailleurs sociaux. C'est important d'avoir tous les partenaires et les gens qui vivent ensemble. Donc l'idée du New Bauhaus, c'est de favoriser, d'avoir d'abord un pilier d'innovation, que ce soit au niveau matériaux, au niveau construction, pour voir l'impact sur l'environnement, mais aussi un volet design, élégance, et puis la vie, simplement, que ce soit pratique pour les gens qui sont sur place, pour qu'ils se sentent partie prenante. Donc c'est vraiment une approche multidimensionnelle qui veut aussi dire, je pense qu'on le pensait tous il y a quelques années, que ça peut être bon pour l'environnement et que ça soit aussi beau et élégant, pas forcément le dernier carat de la production. Donc ce système est soutenu par divers fonds européens, d'abord par le programme sur la recherche, puisqu'il y a un certain nombre d'innovations qui doivent être au rendez-vous, mais aussi le programme LIFE pour l'environnement, puisqu'on va travailler sur la non-artificialisation des zones, ce type de choses. Et donc cette co-création avec notamment les fonds européens de développement régional qui vont permettre d'avoir une approche partenariale au niveau local, au niveau d'un quartier, etc. Donc c'est vraiment une volonté de changer la donne sur l'approche de l'environnement, de la technologie, de la beauté et du design et du vivre ensemble dans une zone en ville ou autre, mais notamment en ville. Et je pense aussi intéressant peut-être que, alors vous l'avez peut-être évoqué tout à l'heure, le Fit for 55, c'est un texte qui est très très suivi, surveillé en France par les acteurs de l'énergie du bâtiment. J'en entends souvent parler. Est-ce que peut-être un point d'avancement sur ces travaux, donc avec, si je ne me trompe pas, une économie d'arrivée des économies de gaz à effet de serre en 2030 de moins 55% par rapport à 90, bien ça? Tout à fait. Je parlais tout à l'heure de cet objectif à l'horizon 2050 de neutralité carbone et de la nécessité d'avoir un certain nombre d'étapes. Donc en juillet 2021, un paquet de près de 12 législations a été proposé, qu'on a appelé le Fit for 55, que j'évite de traduire, je suis désolée, mais bon, voilà. C'est moins parlant, je trouve, quand même. Ouais. On est d'accord.
Donc effectivement, l'objectif, c'est vers cette Ajustement à ambition. 55, c'est ça qu'on dit. Ajustement, oui. Bon. Donc moins 55% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Beaucoup de législation. Alors on parle avions, bateaux, fuel, et on parle notamment des 3 textes que j'ai cités en matière d'efficacité énergétique, d'efficacité énergétique des bâtiments et de directives d'énergie renouvelable. Vous avez aussi des aspects sur la biodiversité et ce type de choses. Donc voilà, à nouveau, une illustration complète du fait que notre ambition et notre enjeu environnemental se déclinent dans beaucoup de politiques pour atteindre cet objectif, donc en 2030, de réduction des gaz à effet de serre de moins 55%. Eh bien, écoutez, il nous reste quelques minutes. Est-ce que, donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous auriez des messages, si vous aviez un seul message à faire passer aux représentants du secteur du logement, quel serait-il? Je dirais, parce que je parlais en aparté dans le couloir avant de venir avec certains d'entre vous, c'est qu'effectivement, à la fois, je dirais pas seulement le catastrophique, mais il n'y a pas de temps à perdre. C'est vraiment un enjeu qui est important. Deuxièmement, on a une vraie conjonction des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux économiques. Par exemple, les investissements dans les énergies renouvelables n'ont jamais été aussi forts. Et on voit vraiment que du côté des partenaires économiques, il y a une vision sur qu'il y a là un potentiel très clairement. Donc c'est un moyen de conjuguer ces 2 aspects. Et le 3e point qui me paraît important en termes d'inclusion et de vie ensemble, effectivement, c'est ce lien entre la dimension sociale, notamment qu'on voit soit dans la rénovation des appartements pour les plus fragiles, mais aussi de l'habitat social, qui est important, qui est soutenu par les fonds européens et qui est important de continuer à poursuivre parce que cette transition climatique ne peut être aussi que juste et équitable, et les fonds européens sont là pour ça, pour le permettre. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, madame. Je pense qu'on peut vous applaudir.